Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pool Pro Time. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui fait partie de notre activité et de notre quotidien. Mais pour les pisciniers, c'est peut-être quelque chose qui a pris vraiment de l'ampleur ces dernières années. Je vais vous parler de la concurrence. Sur ces 15 dernières années, l'activité de construction ou de rénovation de piscines a particulièrement explosé en France. Alors, on le sait, les Français sont de grands consommateurs de piscines puisque la France se classe premier pays avec le plus de piscines en Europe et 3e dans le monde après avoir été récemment devancé par le Brésil. Donc le marché s'est très bien porté et avec la crise du Covid-19, nous savons tout ce qui s'est passé. Les gens se sont recentrés sur leur chez-soi et ont massivement investi dans leurs extérieurs. Et encore une fois, le marché de la piscine s'en est trouvé plus que dynamisé. Et qui dit marché dynamique, dit quoi? Dit opportunité. Et boum, les entreprises de construction, de rénovation et d'entretien de piscine ont poussé comme des petits pas. Et avec cela, son lot d'experts, parfois pas toujours experts. Alors aujourd'hui, les professionnels de la piscine se trouvent face à une double concurrence. La concurrence classique, professionnelle, qu'on peut considérer comme étant une concurrence directe, mais aussi la concurrence qui tire le marché et le métier vers le bas, la concurrence qui casse les prix, et ça peut être vraiment beaucoup plus difficile. On peut citer aussi un peu la concurrence d'Internet, qui n'en est pas vraiment une, puisque de toute façon, la piscine, ça reste quand même un marché de proximité. Alors vous, en tant que piscinier à titre individuel, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Pas grand-chose, ou plutôt plein de choses. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouvel épisode de Pool Pro Time. Pour vous parler toujours en toute franchise, l'idée de parler de la concurrence dans un de mes derniers articles de Spécial Pro, d'ailleurs vous pouvez le retrouver dans le numéro 63 du mois de juin 2025, l'idée elle m'est venue après avoir vu un post LinkedIn d'un professionnel de la piscine que je connais et avec qui je suis en connexion sur les réseaux sociaux. Et donc, ce piscinier, c'est Clément, et il a gentiment accepté que je partage son témoignage dans mon écrit, mais aussi dans cet épisode. Dans son post, il exprimait qu'il s'était vraiment pris récemment un coup de massue. Il avait investi sérieusement du temps pour deviser le projet d'un client, et puis l'affaire pour lui était bien partie. Et puis, au dernier moment, le prospect annonce qu'il a déjà signé, en fait, avec un concurrent. Ce qui a été compliqué, c'est que Clément, il a jamais entendu parler de ce concurrent et puis en fait, il tombe des nues par rapport au tarif qui a été proposé à son client. Pour lui, il y a un décalage qui était vraiment énorme entre ce qu'il fallait faire et le tarif qui est proposé. Du coup, il est inquiet vraiment pour son client. Il se renseigne sur le concurrent, il voit qu'il n'y a pas grand-chose, ou en tout cas qu'il a été créé récemment. Et je crois qu'il y a un avis sur Internet qui est vraiment pas du tout sécurisant pour son client, quoi. Alors il est tiraillé parce qu'il sent que le client va se faire avoir. Et sur son post LinkedIn, il demande l'avis en fait de plusieurs confrères dans l'univers de la piscine. Alors déjà, je trouve que l'initiative de partager sa problématique et de demander de l'aide, elle est vraiment intéressante. On voit que au final, même sur des pisciniers qui peuvent être considérés comme des concurrents, en fait, on peut y trouver des confrères. Et puis sur son poste, il a demandé de l'aide et on voit qu'il n'a pas du tout été malveillant en fait avec son concurrent et ça se ressent. Donc ça c'est déjà une bonne base à fixer et sur les réseaux sociaux c'est pas toujours le cas donc je voulais le souligner. On peut demander un avis sur un concurrent sans dévaloriser personne. Clément, donc il cherchait pas du tout à discréditer le concurrent, qu'il n'a pas cité d'ailleurs, mais il cherche vraiment à comment il se positionne par rapport à son prospect, parce que là il est désaligné en fait entre ses valeurs et il sait pas ce qu'il doit faire. Il pense aux clients et puis il pense aussi à la profession parce que le métier de la piscine n'a pas toujours une bonne réputation. Alors personnellement, quand on voit les premiers rayons de soleil qui arrivent au printemps et que les reportages sur les arnaques vécues en piscine sortent à la télé et ça c'est tous les ans,
je trouve que c'est toujours un petit peu difficile pour la profession. Et quand on est piscinier, je pense que ça doit faire un petit peu mal quand on est investi, quand on sait qu'on fait du travail de qualité, de voir justement les partages médiatiques qui est très souvent fait sur le métier de la piscine autour de d'arnaques ou de problèmes ou des pauvres gens qui se retrouvent avec un gros trou dans leur jardin depuis 3 ans et au niveau de la justice, ça avance pas. Bref. Alors dans les commentaires, le débat fait rage et il est vraiment très intéressant. Il y a ceux qui pensent que Clément ne doit rien faire de spécial. Il y en a qui pensent qu'il doit faire quelque chose auprès du client. Il y en a qui pensent qu'il doit faire quelque chose auprès du concurrent. Ou sinon aussi, il y a des personnes qui partagent eux aussi leur lassitude d'être confrontés à ce type de cas. Et puis aussi, il y a la concurrence qui casse les prix. Finalement, Clément, il a choisi d'être sincère avec son client sans se positionner contre le concurrent. Il a rappelé son prospect en expliquant qu'il respectait son choix et qu'il restait présent pour lui pour tout besoin en conseil. Du coup, il s'est retrouvé un petit peu plus aligné avec ses valeurs parce que du coup, il a eu une démarche tournée vers son client. Il lui a tendu la main en toute bienveillance et il a accepté la situation. Donc le choix de Clément ici, c'était donc d'accepter la concurrence, mais de laisser la porte ouverte pour le prospect. Et puis il a avancé, il est passé à autre chose. Cette expérience, elle est hyper intéressante parce que c'est l'exemple parfait du côté difficile de la concurrence pour vous, professionnels de la piscine. Une affaire peut vous filer sous le nez face à un pro qui est un petit peu louche. Ce type d'expérience, on peut pas les éviter parce que tout n'est pas entre nos mains. Mais pour ce que vous pouvez maîtriser en tant que professionnel, je vais vous dévoiler quelques conseils. Avant que je rentre dans les conseils, je voulais vous rappeler un prérequis qui est quand même assez important. Il faut connaître du mieux que possible ses concurrents. Même si effectivement, il y en a toujours qui poussent et qui arrivent sur le marché sans trop qu'on le sache. Du mieux que possible, il faut être au courant de ce que fait la concurrence, quelles sont ses particularités pour avoir une vision globale du marché et savoir aussi comment agir. Alors que la concurrence soit fiable ou non, vous pouvez vous agir avec vos moyens et je vais vous donner 4 conseils pour vous démarquer dans le bain de la concurrence. Le premier conseil que je pourrais vous donner serait de toujours avoir une vision tournée vers l'innovation. Parce que vous êtes dans un métier où c'est important. Et vous le savez, vos prospects, ils fouillent sur Internet, ils arrivent en rendez-vous avec déjà beaucoup d'informations et de connaissances. Donc l'innovation va être vraiment un plus pour vous. Vous pouvez innover en termes de produits. Pensez à étudier les nouvelles propositions de vos fournisseurs pendant le creux de saison, ou pas d'ailleurs, et surtout de prendre une décision assez tôt pour que vous puissiez aussi anticiper la présentation de vos nouveautés à vos clients et de penser aussi certaines actions à venir pour que vos prospects soient au courant. Pour vos services, définissez aussi des moments phares de l'année où vous ferez le point sur ce que vous proposez et comment. Pour, encore une fois, anticiper le marché qui, lui, ne cesse de bouger. On est dans une ère avec Internet, avec, encore une fois, les innovations où tout va vraiment très, très vite et on n'a presque pas le temps de se poser. Essayez de prendre un rendez-vous peut-être annuel ou mensuel pour faire le point justement sur tout ça et voir si vous devez ou pas innover. Et puis au-delà des produits et des services, l'innovation repose aussi sur les procédés. L'intégration de nouveaux outils pour gagner en productivité, la réalisation de formations, des changements de processus commerciaux. Innover, c'est déjà se démarquer par rapport à la concurrence. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner serait de bien penser votre stratégie marketing pour déjà communiquer sur les innovations, donc ce que je viens de vous transmettre, mais aussi pour parler de vos particularités, pour parler des éléments qui font votre singularité en tant que piscinier sur votre marché. L'autre jour, je parlais avec un professionnel qui me disait que quand il était face à des concurrents lors d'une affaire, il gagnait souvent car on les choisissait pour ce que les autres n'avaient pas. Donc il m'explique ses particularités, etc. Donc je le comprends. Mais quand je vais voir son site internet, ses réseaux sociaux, sa plaquette commerciale, il n'y avait aucune des choses qui font sa particularité et qui faisaient qu'il gagnait des affaires qui étaient expliquées. Alors c'est cool pour les affaires qu'il gagne, mais en fait on est déjà un peu tard, puisque comme je vous le disais, aujourd'hui les prospects ils sont surinformés, ils font déjà beaucoup de recherches avant d'entrer en contact avec vous et que vous passiez dans une phase commerciale. Du coup, cette entreprise qui gagne bien les affaires une fois que l'action de vente est enclenchée, elle passe certainement à côté de beaucoup d'opportunités, car la plupart des prises de décision se font de façon consciente ou inconsciente bien avant.
Et puis une fois qu'il y a l'entretien commercial, votre prospect, il continue de se renseigner. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il oublie de ce que vous lui dites en entretien, qui pourraient lui être rappelées par vos contenus marketing. Et vu que les clients dans l'univers de la piscine sont quand même dans une démarche forte de comparaison de votre prestation avec celle de vos concurrents, c'est hyper important que côté marketing, vous soyez aussi clean. Et pouvoir communiquer facilement, faire en sorte que vos particularités soient facilement compréhensibles pour vos clients, ça s'appelle le positionnement. Et un positionnement de marque, ça se travaille, ça se choisit, ça se communique et ça se répète sur différents canaux. Donc vraiment, ne sous-estimez pas cette partie. Mon troisième conseil, et vous me voyez certainement venir, c'est bien sûr la partie commerciale. Alors, que ce soit en entretien, sans que vous ne disiez « moi, par rapport à mes concurrents, je fais ça, ça et ça », le client doit percevoir votre positionnement avec un discours travaillé et anticipé. Et en magasin aussi, le détail compte. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, il y a quelque temps, j'accompagne des amis dans leur choix de construction de piscine et il y a un endroit près de là où ils habitent où il y a plusieurs pisciniers. Et en fait, le premier magasin qu'on fait, vraiment l'espace n'était pas hyper accueillant. L'affichage à l'entrée est cassé, le terrain est vague, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de signalisation. Déjà, sur l'extérieur, on peut faire un petit peu mieux. Donc forcément, bien sûr, il n'y a pas de piscine en exposition. Même si je pense que c'est pas indispensable parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas la place, tout simplement. Mais bon, déjà sur l'extérieur, on aurait pu faire un peu plus accueillant. Et puis quand on entre dans le magasin, on aurait dit un peu une maison peu habitée. On n'aurait pas vraiment dit une boutique, donc bon, c'est un peu étonnant aussi. Et puis, en fait, on s'approche et on arrive face à un comptoir. Et en fait, le comptoir, il était tellement haut que mon amie, qui est un peu petite, elle avait juste sa tête qui dépassait du comptoir. Et en fait, elle savait pas trop comment se positionner, vous voyez. En fait, ça met déjà un mur entre les professionnels et le potentiel client. Et puis bon, l'accueil il est pas là non plus. Bref, du coup l'expérience on l'a beaucoup écourtée parce que dès le départ en fait ça commençait mal, il y avait rien d'accueillant. L'expérience a été écourtée, on a pris un flyer et puis on est parti. Donc forcément, si on compare cette expérience en entrée de magasin avec l'expérience suivante où il y avait un extérieur assez accueillant, un intérieur avec une boutique accueillante et puis des professionnels qui accueillent avec le sourire, déjà on part avec une longueur d'avance pour ce piscinier en comparaison avec son concurrent. Et tous ces éléments-là, ça fait partie vraiment d'une réflexion et d'une stratégie commerciale à penser en amont et après on met en place les bonnes actions pour que l'expérience du client soit facilitée, soit une belle expérience positive et que du coup ça vous démarque. Et le quatrième et dernier conseil que je voudrais vous transmettre et qui est peut-être le plus important, c'est l'état d'esprit que vous avez vis-à-vis de la concurrence. Et l'état d'esprit au travail, ça se cultive. On a tous été face à ce prospect qui nous annonce qu'il a préféré signer avec un de nos concurrents. Alors, si on peut voir le positif, déjà, si le client nous annonce sa décision, c'est bien parce que des fois, on relance en permanence et on n'a jamais trop de réponses. Bon, on a l'info et puis ça fait quand même mal parce que on s'est investi, parce qu'on a pensé au projet avec le client, parce qu'on prévoyait quelque chose et du coup, d'apprendre que finalement, on n'est pas choisi, bien sûr, ça peut faire mal. On peut ressentir de la déception, du découragement, même un sentiment d'injustice, surtout justement face à cette concurrence qui casse les prix. Et ces émotions, elles sont normales. On peut prendre un peu de temps pour les observer, pour les accepter. Et puis après, je pense qu'en fait, il faut les laisser derrière nous. Quand on perd une affaire, c'est très souvent la douche froide. Mais il faut essayer de prendre de la hauteur du mieux que possible pour avancer. On peut faire un petit bilan quand même pour voir si on peut pas s'améliorer. On peut se poser quelques questions. Est-ce qu'on a loupé une étape ou une information importante? Est-ce que on est resté suffisamment connecté à son marché? Est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé? Est-ce qu'on comprend bien les besoins du marché? Est-ce qu'on a bien compris les besoins de ce client-là? Et en gros, par rapport à toute cette analyse-là, qu'est-ce que je pourrais faire à l'avenir pour m'améliorer?
Se poser ces questions, c'est important. Là où c'est plus difficile, c'est de se les poser sans prendre les choses personnellement et en gardant quand même une certaine estime et une confiance en soi. L'idée, c'est pas de tout remettre à zéro et de tout reconstruire, pas du tout, parce que jusqu'à présent, vous en avez gagné d'autres, des affaires. L'idée, c'est simplement de faire un bilan assez éclairé et d'en retenir, potentiellement, parce que ce n'est pas toujours le cas, des leçons et des axes d'amélioration. Et puis, parfois, quand on perd une affaire et qu'on le vit mal, c'est notre ego qui est touché. Et n'oubliez pas que tout ce qui alimente notre ego, ça n'alimente pas notre âme. Et que dans la vie, comme en commerce, il vaut mieux nourrir son âme que son ego. Sur ces paroles que je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que vous pourrez mettre en place de belles actions pour vous démarquer face à la concurrence. À très bientôt dans un nouvel épisode de Pool Pro Time. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!